Bonjour à vous tous, ici Jean-Pierre Brun de l'Université Laval. D'abord, faire un petit test de son pour voir si vous m'entendez bien. Donc, si vous pouvez, sur le tableau à droite de GoToWebinar, lever la petite main, lever votre main qui va nous permettre de voir que vous entendez bien la conférence. Parfait. Alors, ça semble très bien marcher. Écoutez, bienvenue donc à ce webinaire qui a pour thème charge de travail, comprendre et agir efficacement. Hein, problème de charge de travail qui, vous savez, comme moi, se pose partout et pour à peu près toutes les catégories d'emploi. Souvent une définition des fois un peu simpliste, cette question de charge de travail. Et comme vous le verrez, c'est un sujet qui peut être très étendu et même s'il est étendu, sur lequel on peut bien sûr aussi agir. Ce webinaire donc est organisé et présenté par la chaire en gestion de la santé organisationnelle et de la sécurité du travail, une chaire que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez, mais qui a donc trois axes, hein, qui travaillent sur la recherche dans ce domaine-là, l'enseignement aussi avec le seul MBA au monde en management de la sécurité et tout un volet de transfert de connaissances depuis de nombreuses années. La chaire a l'habitude de partager ses connaissances et vous pouvez bien sûr aller voir le site web de la chaire qui est à cgsst.com et vous y trouverez une quantité importante d'informations. Alors le webinaire, sans plus tarder, on va commencer. Ce webinaire va durer à peu près une présentation d'une quarantaine de minutes. Vous aurez la possibilité de poser des questions en cours de route ou à la fin en écrivant dans la section questions, hein, donc de l'outil que vous avez utilisé. Et on pourra bien sûr répondre à ces questions-là. Le webinaire est aussi enregistré, sera sur la chaîne YouTube de la chaire d'ici une semaine et on y mettra aussi le PDF de la présentation. Alors, pour cette présentation aujourd'hui, on a la chance d'avoir Pierre-Sébastien Fournier, qui est donc professeur titulaire de management, qui est aussi directeur du département de management à l'Université Laval, dans la belle ville de Québec, où il fait un beau soleil avec une belle neige blanche aussi, donc un climat bien agréable, différent pour nos amis français hein, qui sont là, parce que vous êtes plusieurs à être en ligne aussi, mais donc une très belle journée. Pierre-Sébastien travaille essentiellement sur deux sujets. La question donc de la charge de travail le préoccupe depuis à peu près 2008, hein, donc c'est bientôt presque une dizaine d'années qu'il travaille sur cette question-là. C'est donc intéressant de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il s'intéresse aussi aux questions d'intergénération, donc transfert de connaissances entre les générations en matière de santé, sécurité au travail. Vous savez que la main-d'œuvre dans les entreprises bouge beaucoup. Hein. Il y a plusieurs départs à la retraite, arrivée de nouvelles personnes aussi qui connaissent parfois le métier, mais ne connaissent pas nécessairement l'ensemble des risques auxquels ils sont exposés. Et donc, cette thématique-là est importante. Pour aujourd'hui, le thème est donc charge de travail, comprendre et agir efficacement. Pierre-Sébastien, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je te cède la parole et j'interviendrai un petit peu plus tard en cours de route. Alors, merci Jean-Pierre. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde. Vous êtes bien nombreux et c'est un plaisir de venir parler charge de travail avec vous aujourd'hui. Comme le disait Jean-Pierre, la question de la charge de travail, c'est un phénomène qui est très omniprésent dans beaucoup d'organisations, qu'on soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et ce problème-là semble prendre une ampleur insoupçonnée. Le défi qu'on y voit, c'est vraiment de bien saisir ce phénomène-là et d'être en mesure, après ça, d'agir efficacement pour améliorer la situation. Donc, à travers les travaux qu'on a faits depuis quelques années déjà, l'enjeu est vraiment d'essayer de saisir, d'identifier les facteurs qui sont impliqués dans ce phénomène de charge de travail-là pour, après ça, avoir une démarche d'intervention, un modèle d'intervention qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficace dans notre façon de procéder. Alors, Jean-Pierre vous a parlé de la chaire en gestion de la santé et sécurité du travail, notamment avec la formation universitaire de MBA en gestion de la santé et sécurité. Donc, je passe plus rapidement. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder ce phénomène-là de la charge de travail, qu'on peut également associer à un phénomène plus large d'intensification du travail. Et ça va nous amener ensuite à voir comment on en parle et comment on agit actuellement
dans une grande majorité d'organisations. Et après ça, à partir de différents exemples de travaux et de situations qu'on a observées à travers nos réflexions des dernières années, essayer d'illustrer les phénomènes et les facteurs qui entrent en ligne de compte dans ce phénomène de charge de travail-là, pour terminer avec évidemment une perspective d'intervention. Donc, essayer de voir comment on peut l'aborder. Évidemment, dans le cadre d'une conférence grand public comme aujourd'hui, on va rester quand même à des grandes pistes et non rentrer dans le spécifique, mais vraiment dans une perspective d'essayer d'agir efficacement sur le problème de charge de travail dans les organisations. Donc, aujourd'hui, l'objectif, réfléchir au phénomène de la charge de travail à travers les situations quotidiennes de travail. Et évidemment, comme Jean-Pierre le disait bien, un des objectifs importants de la chaire en gestion de la santé-sécurité, c'est de favoriser, d'essayer d'outiller les milieux pour une bonne prise en charge. Donc, on va essayer d'explorer des pistes de solutions pour améliorer la situation dans les organisations. Tout d'abord, quand on parle de charge de travail, il faut l'intégrer dans une perspective de transformation des organisations. On voit que les organisations sont confrontées de plus en plus et dans un contexte de grande compétition, etc., de changements perpétuels. On voit dans les organisations des structures organisationnelles qui se transforment continuellement, l'intégration de nouvelles technologies, on tente d'optimiser l'organisation du travail. On implante aussi des modèles de gestion de la production, que ce soit par exemple dans une perspective de New Public Management ou de différents modèles, notamment le Lean qui est très en vogue actuellement dans certaines organisations. Des rationalisations. On voit aussi que le travail et l'emploi se transforment. On essaie de plus en plus d'utiliser des contractuels, d'utiliser la sous-traitance, d'optimiser l'utilisation de nos ressources. Et finalement, les rapports sociaux dans les organisations qui se transforment également. Et donc, l'ensemble de ces facteurs-là, et on pourrait en rajouter d'autres aussi plus spécifiques à d'autres domaines, ont passablement transformé le travail, ont passablement transformé la façon dont les organisations fonctionnent et on associe ça régulièrement à une intensification du travail. Donc, on essaie, à travers ces différents changements-là, on assiste à une densification du travail dans un même laps de temps, ou en tout cas dans une même structure, à en faire beaucoup plus dans un même temps. Et ça, c'est un peu le contexte dans lequel s'insère cette question de la charge de travail-là. Et évidemment, cette intensification-là transforme le travail. On peut prendre ici différentes pistes de métiers ou par exemple, le journalisme avec l'émergence des nouvelles technologies, par exemple, la multiplication des plateformes de diffusion, on voit que le travail de journaliste a pu se transformer au cours des années où, pour un même cas, l'analyse, le développement d'un reportage, maintenant, on va l'utiliser sur différentes plateformes, comme par exemple le journal papier, l'Internet, etc. En soi, on peut voir ça comme étant la même nouvelle qui est reprise différemment, sauf que dans les faits, ce qu'on voit, c'est que à chaque fois, il y a une certaine adaptation et donc le travail, nécessairement, à travers ces transformations-là, subit des modifications qui viennent affecter le travail tel qu'on le connaît ou qu'on le connaissait il y a à peine quelques mois, quelques années. Dans ce contexte-là, ce qu'on voit, ce que les études remontent bien, c'est que cette intensification du travail-là a des conséquences sur les individus. On a probablement tous quelqu'un de notre milieu de travail qui ne va pas nécessairement très bien en matière de stress ou d'épuisement. On voit aussi que sur les individus, il y a des impacts sur la satisfaction du travail, sur le taux d'accident. On voit que plus une intensification, les gens vont avoir tendance à se dépêcher, à prendre des moins bonnes postures et on voit que ça a des impacts sur les accidents, sur les troubles musculo-squelettiques. Ce qu'on voit moins aussi, c'est que cette charge de travail-là, cette intensification du travail-là, a des effets sur l'organisation.
que ce soit en termes d'augmentation de l'absentéisme, du roulement de main-d'œuvre ou le turnover, comme on dit dans certains milieux, le climat de travail, la productivité. Bref, la charge de travail, c'est un enjeu qui touche effectivement la santé des individus, mais qui touche aussi la performance et l'efficacité des organisations. Euh, Quand on parle de charge de travail, les gens vont souvent le verbaliser en termes de sentiment de débordement. Hein, le sentiment de dire, ben, j'ai plus le temps de faire le travail de qualité que j'espérais. Et donc, souvent, la charge de travail se manifeste d'abord et avant tout comme un sentiment de débordement. Et ce problème de débordement-là, il est présent dans plusieurs milieux, qu'on soit dans le privé, dans le public, dans les métiers plus manuels, dans les métiers de cadre, ce phénomène-là et on le voit est présent dans beaucoup de ces milieux-là. Et souvent, les gens vont le verbaliser, ce sentiment de débordement-là, par le fait que j'ai trop de travail à faire, à la fois en termes de quantité et de qualité, ou encore je manque de temps pour réussir à faire tout ce que j'ai à faire. Et souvent, ben, dans les organisations, en contexte de forte compétition où les ressources sont limitées, ben, souvent les gens disent ben, j'ai pas de moyen de faire autrement. Il faut juste que je vive avec ce phénomène-là. Ici, bon, juste quelques exemples pour illustrer. C'est des extraits de verbatim qu'on a eus auprès de différentes personnes, hein, où finalement on dit ben par exemple, c'est impossible de réussir à faire mon boulot sans avoir à travailler le soir, les week-ends, ou des gens qui disent, ben, j'ai 20, 25 ans de métier et depuis quelques années, j'ai peur de faire des conneries. Pendant toutes mes années de métier, j'ai toujours été en contrôle et maintenant, j'ai l'impression que je n'ai plus le temps de faire un travail de qualité et souvent, ben, je me retrouve à faire des choses en étant toujours incertain par rapport à la qualité que je peux produire. Et ce qu'on voit, c'est que cet enjeu-là de dire le sentiment de faire un travail de qualité, souvent est un élément très important qui est verbalisé par les gens. Euh, D'un point de vue des organisations, ce qu'on voit, c'est que les managers ou les gestionnaires sont souvent très sensibles à cet enjeu de charge de travail parce qu'ils sont, eux, également affectés par ce problème de surcharge-là, de sentiment de débordement. Par contre, hein, dans les milieux, ce que les managers nous disent souvent, c'est que oui, je veux bien être sensible à ce problème de charge de travail-là, sauf que j'ai besoin d'évaluer, j'ai besoin de vérifier si c'est vraiment vrai. Et souvent, quand on regarde les indicateurs plus formels, ce qu'on voit, c'est qu'ils varient peu. Ils varient peu. Par exemple, un cadre récemment me disait, ben, c'est bien beau, mais quand je regarde le nombre de dossiers qui est traité par les gens, quand je regarde le temps de travail, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est sensiblement la même chose. Ce que je vois, par exemple, c'est des différences individuelles. Il y en a qui effectivement souffrent, mais il y en a d'autres qui se débrouillent très bien. Et donc, hein, à travers ça, les gens ont toujours un cas en particulier qui leur amène à semer le doute si c'est vraiment un problème de charge de travail ou si c'est un problème de bonne volonté ou de capacité individuelle à surmonter les difficultés inhérentes au travail. Et ce qu'on voit, c'est effectivement, c'est que le problème de charge de travail souffre d'un défi, d'une compréhension qui est partielle et souvent simpliste. D'abord, la charge de travail, elle est trop souvent synonyme de quantité de travail. Et ça amène à dire, ben, comme on a trop de travail, il faudrait rajouter des ressources. Dans un contexte où hein, les ressources, par exemple dans le secteur public où les ressources sont limitées, ou dans le secteur privé où on a une forte compétition, on a à être compétitif par rapport à la compétition, ben, d'amener des nouvelles ressources juste pour répondre à une quantité de charge de travail, souvent c'est affaiblir l'organisation par rapport à la compétition. Et donc, la solution de charge de travail souvent devient un défi et un enjeu où on sent que ben, il faut trouver une autre solution parce qu'on n'a pas les ressources pour affronter ça.
Et donc, ça ouvre sur un ensemble d'actions qui sont difficiles. D'abord, est-ce qu'on peut, face à un sentiment de débordement, dire on va embaucher 4, 5 personnes de plus? Dans certains milieux, ça peut effectivement être le cas, mais dans d'autres, souvent, ça ne va rien régler. On a un exemple, par exemple, dans une urgence d'un hôpital où on a des infirmières qui étaient surchargées et on a procédé à l'embauche de nouvelles infirmières. En à peine quelques mois, on a constaté qu'on avait maintenant 2, 3, 4 infirmières de plus qui étaient surchargées. L'autre défi en termes d'action, c'est que la tendance est souvent de dire, ben, on va faire des actions au cas par cas. Et là, ça soulève d'agir sur des individus. Et la solution habituelle, c'est de dire, ben, je vais prendre ta charge de travail ou te décharger. Et nécessairement, ça implique de refiler le problème à d'autres collègues. Et là, c'est toute la question de l'équité et sentiment d'injustice. Ça peut fonctionner pour des situations à très court terme, mais à long terme, cette solution-là n'est pas viable. Et finalement, ce qu'on voit beaucoup, c'est que la charge de travail amène à des enjeux de ressources humaines, de performance, de mobilisation, et souvent abordés en termes stratégiques. Et là, la réaction qui est normale dans une logique de management, c'est de dire, ben, on va former davantage les gens, on va les référer au programme d'aide aux employés, au programme d'aide au personnel, à des habitudes, ce qui est très à la mode par les temps qui courent, c'est toute la question des saines habitudes de vie. Hein, que ça soit par exemple de faire plus d'exercice, de mieux manger. Euh, bon, ces choses-là en soi ne sont pas mauvaises, sauf que ce qu'on voit, c'est que ça ne répond pas nécessairement à l'origine du problème, à éliminer le risque à la source. Des mesures de conciliation travail-famille, également un autre ensemble de mesures qui peuvent être intéressantes en soi, mais ça ne veut pas dire que la surcharge de travail est nécessairement liée directement à cette conciliation travail-famille-là. Donc, peut-être une première petite question. Est-ce que ce petit portrait rapide que je vous ai fait, est-ce que ces éléments-là sont représentatifs du contexte de votre entreprise? Et là, vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître à votre écran. Alors, bon, c'est bien 76% qui disent qu'ils se voient bien dans cette situation. Donc, on est, je pense, sur la bonne voie. Donc, hop, petit problème. Excusez-moi, je pense que mon écran. OK, bon. Alors, ce qu'on voit, c'est que, à travers nos recherches, je ne sais pas pourquoi mon écran saute. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que la quantité et le temps de travail sont la partie visible de la charge de travail. Mais nos résultats, ce qu'ils montrent, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça lorsqu'on regarde ce phénomène-là. Tout d'abord, notamment à travers les travaux qui ont été faits à l'ANACT en France, il faut voir la charge de travail selon 3 dimensions. Tout d'abord, la charge prescrite, hein, qui est quelque chose qui est beaucoup plus formel. Je vous parlais tantôt du nombre de dossiers à traiter, par exemple, ou du nombre d'élèves par classe, ou du nombre d'unités à produire. Ça, c'est des choses qui sont facilement quantifiables, mais qui sont une partie uniquement formelle de ce qu'est le travail. Il faut aussi, lorsqu'on parle de charge de travail, considérer la charge qui est vécue, c'est-à-dire la charge qui est ressentie par la personne. Le meilleur exemple de ça, c'est la personne qui termine sa journée de travail et qui a réussi à accomplir un certain travail et qui retourne à la maison et qui, en préparant le repas ou en prenant la douche ou je sais pas quoi, peu importe, pense à tout le travail qui est resté en attente, qu'elle n'a pas pu accomplir à cause de difficultés. Donc cet élément-là, il est
complètement invisible dans la charge prescrite, mais il est fort présent dans le sentiment de débordement, ou parfois les gens vont nous dire le sentiment d'incompétence qu'ils vivent par rapport à la capacité à gérer certains dossiers. Finalement, lorsqu'on parle de charge de travail, il faut aussi considérer la charge de travail réelle, c'est-à-dire le travail comme il s'effectue au quotidien avec ses contraintes et le vécu de la personne. Ici, on voit que souvent, la personne, à son poste de travail, va rencontrer des difficultés, elle va mettre en place des stratégies qui vont lui permettre de réussir à faire le travail, mais qui parfois vont être très coûteuses en termes de fatigue ou de sentiment de débordement, parce que ça va nécessiter beaucoup de petits détournements, beaucoup de choses qui, normalement, la charge prescrite n'est pas capable de détecter. Et donc, quand on parle, le portrait que je vous ai peint tout à l'heure avec le phénomène de charge de travail, souvent, on va simplement s'arrêter à la charge prescrite, hein, le nombre de dossiers, le nombre d'élèves ou peu importe, qui est un élément de la charge de travail, mais qui ne reflète pas sa complexité. Il faut vraiment être en mesure d'aller voir le vécu des personnes, aller voir les stratégies, les situations qui sont rencontrées et les façons dont on gère la situation. Et ce qu'on voit, c'est que oui, la quantité de travail est un facteur important en termes du nombre d'opérations, de la qualité et de la quantité d'informations, de la pression temporelle, mais ce qu'on voit surtout à travers nos travaux, c'est que l'aménagement du travail met une pression sur les individus au quotidien et il y a des obstacles à l'efficacité, puis ça génère souvent du travail en surplus ou des opérations qui sont lourdes de conséquences pour les individus et ultimement pour l'efficacité de l'organisation. Alors ici, il y a plusieurs grands facteurs. Aujourd'hui, je n'aurai évidemment pas le temps de rentrer dans tout le détail de ces éléments-là, mais ce qu'on voit, c'est que habituellement dans les organisations, on voit 6 grands facteurs. Tout d'abord, toute la question de l'adéquation des outils de travail, la multiplication des demandes, la cohérence entre les attentes et les moyens, le temps et toute la complexité du travail, le soutien social et les leviers pour faire le travail ou la marge de manœuvre. Donc, l'adéquation des outils, ce qu'on voit, c'est que les outils de travail sont de plus en plus complexes. Qu'on parle de l'implantation de nouveaux logiciels de gestion, de nouveaux logiciels de travail, ben, souvent, en termes de faisabilité technique, c'est très complexe, c'est très intéressant, mais en même temps, par rapport à la réalité du travail, souvent, ça ne va pas répondre aux besoins et ça va souvent entraîner une lourdeur dans le travail qui n'est pas nécessairement prévue et comprise par les concepteurs. On voit aussi la cohabitation de nouveaux et d'anciens procédés de production qui souvent ne sont pas nécessairement très compatibles. Et les personnes doivent souvent faire plusieurs détours pour réussir à atteindre les résultats. Et tout ça, cet outil-là, souvent, est invisible dans la charge de travail. Je vous donne ici un petit exemple, c'est dans une institution d'enseignement où on a une personne qui reçoit un courriel d'une étudiante qui demande de dire, ben, je veux prendre des cours durant l'été, pouvez-vous me dire qu'est-ce que je peux prendre? Et là, on a la gestionnaire du système qui rentre dans le système informatique et qui essaie d'aller voir. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il s'enclenche tout un processus assez complexe où finalement l'information dont elle a besoin pour répondre à la question n'est pas disponible, où le logiciel ne donne pas l'information dont elle a besoin. Et là, elle doit faire tout un processus d'aller fouiller dans les dossiers papier, d'aller solliciter des collègues, d'aller voir dans d'anciens logiciels ou d'anciens fichiers pour reconstituer le dossier de l'étudiante et finalement en venir à envoyer une réponse claire à l'étudiante. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est une question assez banale que cette agente-là reçoit plusieurs fois par jour. Et dans un système, un ancien système, c'était une opération qui prenait quelques minutes. Et là, ce qu'on voit, c'est un processus qui prend 35 minutes. Alors, dans la mesure où elle reçoit peut-être une vingtaine de fois des courriels de ce genre, on peut supposer que sa journée n'est pas très efficace. Autre chose qu'on voit, c'est une grande variabilité des demandes.
où finalement on est de plus en plus sollicité. On est beaucoup dans l'instantanéité, notamment avec les nouvelles organisations du travail, avec l'aménagement d'outils informatiques. On a des interruptions fréquentes et ce qu'on voit, c'est que le travail est constamment entrecoupé et on est souvent en gestion d'urgence et ça nous amène très fréquemment à mettre de côté les choses normales du travail qu'on devrait faire et qui est attendu des personnes. Ici, c'est dans un service de protection de la jeunesse et on a un agent qui rentre le matin à son bureau et qui doit compléter un plan d'intervention, qui doit avoir un suivi de dossier avec son chef d'équipe et qui doit faire une visite surprise de contrôle dans un milieu familial où on suppose que les choses ne vont pas très bien et commence sa journée, tout à coup, bang, une fugue d'un enfant. Et là, s'enclenche tout un processus d'urgence où on doit contacter les personnes, faire le suivi, contacter les intervenants, la police, etc. Et finalement, l'enfant est retrouvé, s'enclenche un processus. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'à la fin de la journée, la personne n'a pas réussi à faire les éléments qui sont attendus de lui dans son travail, c'est-à-dire faire un suivi de dossier, faire la visite surprise notamment pour aller vérifier la qualité du milieu familial d'accueil et retard dans la rédaction de son plan d'intervention qui, en passant, est un critère de performance dans cette organisation-là. Donc, on évalue la qualité du travail de l'intervenant, notamment par la qualité de son plan d'intervention. Alors, on voit que dans ce contexte-là, qui est ici une situation qui est un peu exceptionnelle, mais en même temps qui n'est pas du tout exceptionnelle, qui est très fréquente, ce qu'on voit, c'est que l'organisation formelle du travail, le prescrit, est constamment remis en question par des interruptions de tout genre qui viennent passablement modifier l'activité de travail des personnes. Euh, Autre chose, on voit la compatibilité entre les moyens et les attentes. Donc, on a une sous-évaluation de l'ampleur de certaines tâches qui nécessitent à la personne d'être constamment confrontée à des défis en termes de qualité, d'efficacité et de productivité. Puis ce qu'on voit, c'est que souvent, on a des attentes en termes de performance qui sont clairement évoquées, mais on n'a pas nécessairement les moyens pour faire ce travail-là. Un exemple de ça, c'est toujours dans notre institution de protection de la jeunesse. On a des gens qui sont dans des régions plus rurales où finalement ils doivent faire de très grands déplacements par rapport au territoire et tous ces déplacements-là ne sont pas reconnus dans leur travail. Et ce qu'on voit, c'est que les attentes plus prescrites, par exemple en termes de nombre d'enfants supervisés ou nombre de dossiers, ben, ça prend pas en compte ça. Donc, la personne peut faire plusieurs heures de route par jour, mais on s'attend à ce qu'elle gère autant de dossiers en termes de performance formelle de l'organisation. Également, en région rurale, il y a moins de ressources, notamment lorsqu'il y a un avocat pour aller dans un dossier légal, psychologue, etc. Même chose ici pour des conseillers aux ressources à la clientèle où on dit vous devez assurer la qualité du service de façon professionnelle et en même temps respecter des normes de performance en termes de durée d'appel, de qualité de la réponse, etc. Or, tous les appels ne sont pas standards. Il y a des appels qui sont souvent très longs et les gens se retrouvent à devoir trouver un équilibre entre est-ce que je fais bien mon travail comme j'aime le faire où je m'assure de respecter les normes et d'obtenir des bonnes évaluations. Alors, on voit que ce dilemme-là entre les attentes et les moyens crée des défis de sorte d'incohérence pour la personne qui doit gérer ces difficultés-là. Euh, Ce qu'on voit, évidemment, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, toutes les stratégies qui sont mises en place où la personne doit mettre à travers ça différentes façons de faire. Hein, on parlait tout à l'heure de tâches qui se font en simultané ou qui sont entrecoupées. Le fait de tourner les coins ronds.
Donc, je dois respecter mes critères de performance, donc je vais un peu sacrifier la qualité que j'aimerais pour m'assurer de réussir à faire le travail dans ce qui m'est imparti. Et évidemment, ça crée un sentiment de débordement, sentiment de ne pas faire de la qualité, et ça ouvre également sur tout le travail qui est resté en attente. Ici, on a un exemple où, bon, sans rentrer dans tout le détail, on a une personne qui doit rédiger une lettre et qui est entrecoupée par rapport à la prise, avec la prise d'appel de clients, et elle rédige une lettre en tout près de 10 minutes, mais avec 16 interruptions, avec des séquences qui durent de 5 secondes à 2 minutes consacrées à sa lettre. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que le manager est aussi très sollicité. Il doit notamment gérer une multitude de données de gestion. Il doit aussi souvent piloter de nombreux projets de transformation dans son organisation. Et donc, le manager est souvent aussi beaucoup débordé. Et ce qu'on voit dans les organisations, c'est que le manager est souvent sa marge de manœuvre, il la trouve dans la flexibilité qu'il peut avoir, c'est dans la disponibilité envers son équipe. Et donc, il a souvent de la difficulté à bien saisir les contraintes qui sont rencontrées par les membres de son équipe, parce qu'il est de plus en plus omnibulé par des projets d'organisation qui monopolisent une grande partie de son temps, et il est beaucoup moins disponible pour répondre aux besoins de son équipe. Ici, on voit, toujours dans la protection de la jeunesse, une tragédie qui décime une famille qui était un client finalement des agents. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette tragédie-là, les gens sont émotifs, ils doivent rencontrer les enquêteurs de police, contact avec les membres de la police, placer les enfants survivants, suivi le dossier et tout ça. Et on voit que d'un point de vue organisationnel, la direction est beaucoup orientée sur le soutien psychologique, la vérification du respect des procédures. Et donc, il y a un sentiment de ne pas être compris par rapport à ce qui est vécu par les personnes et d'être appuyé et validé par rapport à leurs décisions qu'ils prennent. Donc, il y a une espèce de coupure entre ce qui est vécu par les agents et ce qui est vécu ou ce qui est perçu par l'organisation, qui a des préoccupations organisationnelles bien légitimes, mais en même temps, ce soutien, cette reconnaissance-là est un peu mise à mal dans une telle situation. Alors, j'ai passé plusieurs exemples. J'aimerais voir parmi cette liste-là, quels sont les premiers facteurs de charge de travail qui correspondent à qui correspondent le mieux à votre travail. J'ai deux premiers facteurs. Jean-Pierre va ouvrir le... Vous pouvez répondre, c'est maintenant disponible. Oups. Ce qu'on voit, c'est que la multiplication des demandes semble majoritairement présente à 87%. On voit aussi la compatibilité entre les moyens et les attentes pour beaucoup de personnes parmi vous. Et finalement, l'adéquation des outils pour 40% des gens. Alors, on voit que ces facteurs-là sont majoritaires dans vos situations de travail. Maintenant, pour terminer, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Je vous disais tout à l'heure que souvent, on va gérer au cas par cas. Ben, en quelque part, il faut avoir deux avenues très différentes. Une première qui est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a une crise dans notre organisation, dans notre équipe de travail? Ben, il faut évidemment agir à ce niveau-là, faire une gestion de crise et essayer de trouver des solutions pour éviter que la situation ne se détériore rapidement. Par contre, c'est très différent de devoir faire une prévention durable, c'est-à-dire que là, à travers notamment les questions que je vous ai posées, on voit qu'il y a des facteurs qui ressortent. On a des facteurs de risque, hein? C'est littéralement des facteurs de risque de la charge de travail qui sont présents. Et donc là, on rentre dans une perspective de prévention où on veut identifier les risques, trouver des solutions et mettre en place des actions qui vont éliminer le plus possible
le risque à la source ou le danger à la source. Donc, on est vraiment dans une démarche de prévention classique où on veut mettre en place une démarche de prévention dans une perspective d'éliminer le risque à la source. Alors, tout d'abord, quand on est dans une crise, ben, on est dans une gestion de crise. Donc, il faut avoir des actions qui sont immédiates pour répondre à une situation critique. Hein, l'exemple, on a une personne qui ne va pas bien, qu'on sait que si on ne fait rien, elle va tomber au combat. Donc, il faut agir. On agit sur des cas individuels ou sur une équipe qui est en crise. Donc, on doit, comme collègue, comme manager, essayer de trouver des solutions dans l'immédiat pour aider les gens à passer au travers. Et pour ça, il faut essayer de voir comment on va identifier des éléments de la charge réelle, de la charge ressentie ou de la charge vécue et du prescrit. Et donc, on va, hein, l'exemple de tout à l'heure, de donner des dossiers à une autre personne, c'est un bel exemple, mais il faut vraiment faire attention et garder en tête que c'est une solution qui est temporaire et qui est aucunement viable à long terme. C'est une solution que si on garde à long terme, elle va contribuer à détériorer la situation. Et donc, il faut essayer de voir qu'on va agir pour gérer une crise dans un très court laps de temps. Mais ça implique aussi d'essayer de trouver une solution à plus long terme. Et là rentre en notre fameuse idée d'une prévention durable sur la charge de travail. Et là, il faut voir que dans les organisations, souvent la charge de travail va être vécue ou va être abordée en termes d'enjeux RH. En soi, c'est pas mauvais, mais il faut vraiment voir que la question de la charge de travail, c'est un risque qui concerne la santé, la sécurité du travail et la prévention. Et donc là, à partir de ce moment-là où on accepte que ce n'est plus un enjeu stratégique RH, mais c'est un enjeu de prévention, ben, on met en place une démarche assez classique de prévention qui passe par l'identification des risques, qui implique la participation des travailleurs, par exemple pour le comité santé-sécurité dans l'organisation, et essayer de voir comment on peut corriger à la source la situation et essayer de s'assurer que l'implantation a été efficace. Et bref, on suit une démarche qui est stratégique en matière de prévention. Donc, il faut essayer de planifier la démarche à partir de la réalité du travail. Donc, on doit, dans un premier temps, identifier les facteurs de risque. On n'est pas juste dans une grille cocher oui, cocher non. Et on doit essayer de discuter avec les collègues, avec le management, des situations de travail qui sont rencontrées. Et là, d'aller le plus finement possible dans les situations de travail va nous permettre d'avoir des pistes de solutions qui vont aussi cibler très finement les risques. Donc, l'idée, c'est de discuter du réel, du vécu et du prescrit pour être en mesure, après ça, d'identifier des situations très précises qui peuvent, par exemple, toucher des facteurs dont on a discuté, pour après ça, identifier des problèmes très concrets. Par exemple, l'outil de travail. L'outil de travail m'amène à telle situation. Quand on est dans telle situation, voici comment se déroule le travail. Voici les effets de ce travail-là. Voici les stratégies qui sont mises en place et voici les impacts que ça a. Et donc, à partir de ce moment-là, on est capable d'identifier très finement des problèmes concrets qui sont vécus dans le quotidien et par le fait même, nos solutions vont être beaucoup plus chirurgicales pour essayer d'éliminer le risque à la source. On propose des pistes d'action qui sont concrètes par rapport aux contraintes quotidiennes à surmonter et aussi par rapport aux ressources qui sont disponibles. Parce qu'évidemment, comme toute démarche de prévention, il n'y a pas la solution miracle, le gros système qui coûte, peu importe ce que ça coûte, on va trouver une solution. Souvent, les solutions sont des petites choses qu'on met en place. Des petites choses et il n'y a pas une solution miracle, c'est plusieurs petites solutions qui vont permettre d'agir au niveau des individus,
au niveau de l'équipe de travail, au niveau du département ou de l'unité, au niveau de l'organisation. Et ça implique aussi de faire un processus d'implantation. Au-delà de la solution, c'est comment on va intervenir dans l'organisation pour rendre cette solution-là viable et adaptée à la réalité de notre organisation. Donc, je termine là-dessus. L'évaluation de la charge de travail, malgré la façon dont elle se manifeste auprès des gens, ce n'est pas juste une question de quantité et de temps de travail. Ça, c'est la partie visible. Ce qu'on voit à travers nos travaux, c'est que cette partie visible-là, elle cache d'autres problèmes, un peu à l'image d'un iceberg, où finalement, il y a toute une partie invisible qui concerne un ensemble de facteurs organisationnels qui est dynamique, qui s'insère dans un contexte où on est constamment en changement. Et ce qu'on voit, c'est que oui, il y a des individus qui résistent mieux à ces facteurs-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas touchés par cette charge de travail-là. Et il faut voir aussi que ces changements-là, ils s'insèrent dans des décisions dans l'organisation qui sont souvent très justifiées, mais qui ont des effets pervers dans le quotidien de travail. Et donc, en agissant sur la charge de travail, on risque aussi très fortement d'améliorer l'efficacité de nos opérations, d'améliorer nos façons de faire, qui vont être bénéfiques aussi pour le bilan de l'organisation. Comme je vous disais, il n'y a pas de solution miracle. La solution, elle est probablement multiple par plein de petits changements qui visent à faire de la prévention, qui visent à mieux faire les choses dans l'organisation. Et ça suppose de prendre le travail dans son ensemble, pas juste d'un point de vue des tâches prescrites ou du travail prescrit. Il faut, dans un premier temps, se sensibiliser à ces facteurs-là. Moi, je vous ai présenté des facteurs qui sont assez génériques, mais dans votre quotidien, ces facteurs-là, ils prennent différentes formes et c'est ces différentes formes-là qui sont fondamentales pour agir en matière de prévention. Là-dessus, votre manager a un rôle fondamental à faire pour discuter de la charge de travail avec les personnes, avec l'équipe, puis essayer de voir comment il peut être facilitateur sur les déterminants du travail dans sa globalité. Les employés, les collègues, l'organisation syndicale a aussi un rôle à jouer, hein, au même titre qu'ils ont un rôle à jouer en matière de prévention, pour discuter collectivement de la charge de travail, la charge prescrite, la charge réelle et la charge vécue, puis de contribuer aussi à l'élaboration de solutions qui sont concrètes, qui sont réalistes par rapport au contexte de travail. Alors, je vous remercie. Si jamais ça vous intéresse, on a quelques publications qui pourraient vous intéresser. Je vous invite à les consulter. Merci beaucoup. Parfait. Merci Pierre-Sébastien pour cette excellente présentation qui en permet en effet de dépasser des fois une vision un peu simpliste de la charge de travail qui est quantité de personnes et quantité de travail, bien que ça peut être le cas aussi dans certains cas, mais pas toujours. Je pense que ça permet de voir aussi qu'il y a plusieurs facteurs qui sont contributifs, puis de voir comment on peut agir là-dessus. Alors, je vous invite à nous écrire des questions. On en a déjà quelques-unes. Donc, dans la section questions, vous pouvez formuler vos questions. On va en prendre quelques-unes pour une dizaine de minutes. Alors, Pierre-Sébastien, la première question qu'on a, c'est de plus en plus, il règne dans les organisations un discours sur la surqualité qui est évoqué comme génératrice d'une surcharge, c'est-à-dire que les gens veulent faire trop bien et que s'ils sont débordés, c'est parce qu'ils veulent faire trop bien. Comment concilier alors juste qualité et sens du travail et cette question de charge aussi? Oui, alors, excellente question. Effectivement, la préoccupation de qualité s'insère très bien dans la logique que je vous présentais tout à l'heure, où on est dans un contexte organisationnel très dynamique, où on est constamment en train d'essayer de trouver de nouvelles façons d'innover, d'être compétitif dans un environnement mondialisé où la qualité, le prix, etc. est important. Et effectivement, la qualité, c'est un enjeu qui est très présent et qui rentre bien. Souvent, la qualité, c'est synonyme d'indicateurs très précis qui sont aussi parfois, très souvent, je dirais même, réducteurs de la complexité du travail.
Et je pense que cette qualité-là, c'est un enjeu aussi qu'on doit aborder, de voir, hein, parce que la qualité telle qu'elle est prescrite, elle sous-entend aussi des enjeux de vécu, elle sous-entend aussi des enjeux de réel. Donc, il faut intégrer cet enjeu de qualité-là dans la réflexion et les discours sur tout ce qui est la réalité du travail. Et effectivement, si on est capable d'insérer la discussion sur la réalité du travail au quotidien dans les équipes de travail, c'est clair qu'on va avoir un impact positif sur la qualité. Merci pour cette réponse. Autre question, le sondage indique que la multiplication des demandes semble être le premier facteur de charge de travail. Comment on peut agir là-dessus? Question simple et claire. Oui. Euh, la multiplication des demandes, c'est une réalité. On le vit avec les téléphones intelligents, avec le travail à distance, le télétravail, la frontière entre la vie privée et la vie personnelle qui est de plus en plus mince. Cet enjeu-là, il fait partie de la réalité. Puis je suis pas certain qu'on va pouvoir revenir à un ancien système où on se relance dans un dossier et on y travaille pendant plusieurs heures sans interruption. Par contre, ce qu'on voit dans les organisations, c'est qu'on peut aborder cet enjeu-là de la multiplication des demandes. Et tantôt, quand je vais essayer de revenir à quand j'abordais ici toute la question des stratégies à mettre en place, ben, la multiplication des demandes doit faire l'objet de ces discussions-là et ça suppose de mettre en place des solutions individuelles, des solutions d'équipe de travail, des pistes de solutions en termes de département. Par exemple, l'exemple classique, c'est de dire je dois préparer mon plan d'intervention ou je dois faire un reporting ou un rapport sur mes activités. J'ai jamais le temps de le faire parce que je suis constamment en urgence. Ben, on peut, à partir de ce moment-là, discuter de ces facteurs-là, comment ça se manifeste dans votre quotidien et après ça, d'explorer quelles stratégies on peut mettre sur le plan individuel. Par exemple, prévoir des moments d'isolement. Ça implique alors, par exemple, au niveau de l'équipe de travail, de dire ben, comment on va se partager le travail durant ces moments d'isolement-là, prévoir au niveau de l'unité ou du département des pistes de solutions. Mais effectivement, la multiplication des demandes, des sollicitations est et fait partie de la nouvelle réalité de travail. Maintenant, il faut aborder ce risque-là et essayer collectivement de trouver des solutions qui vont être à tous les niveaux. Parce qu'il n'y a pas juste le fait de dire on s'isole et on met tout sur la glace. C'est pas nécessairement viable dans le contexte actuel des organisations. Parfait, merci. Ça me fait penser, en effet, je lisais un bouquin dernièrement où on disait que les gens au travail sont un peu comme des avions ravitaillés en plein vol, hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de période d'arrêt et puis on en demande constamment. Et que c'est un vrai défi aujourd'hui à se dire comment je peux prendre quelques instants dans ma journée pour arrêter ou planifier ou voir les choses un peu avec un peu plus de hauteur. Donc, je vous invite toujours à écrire vos questions. On en a une autre. Ne serait-il pas pertinent d'appréhender la charge selon les trois dimensions suivantes, quantitative, cognitive et émotionnelle? Euh, oui, sans doute. Je pense que la- 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 le défi que j'y vois en termes de dire on va l'aborder en termes quantitatifs, psychologiques ou émotionnels, ça vient peut-être davantage cloisonné au niveau de l'individu, alors que d'aborder dans ce qui est un peu les dimensions de la réalisation de l'activité de travail est peut-être plus inclusif. Mais après ma barre, je n'ai pas vraiment d'objection. Ce qui est important, c'est vraiment de décortiquer la charge de travail et de sortir de son unique dimension de la quantité de travail, qui souvent ne révèle pas vraiment de- d'éléments de sa complexité. D'accord, merci pour cette réponse. Dernière question, vous avez parlé d'interruptions. Comment les interruptions agissent sur cette charge de travail-là? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, le fait d'être
le fait d'être constamment interrompu, d'abord, ça vient beaucoup affecter le vécu. Ce que les gens disent, c'est que souvent, si je reviens à mon exemple de la fugue d'un enfant, ben c'est de dire j'ai un certain travail à faire qui est attendu de l'organisation. Souvent, c'est des indicateurs de performance qui sont très associés à cet élément plus formel-là. Et donc, le fait d'être constamment interrompu, ben, c'est les choses plus formelles qu'on est obligé de mettre de côté pour gérer l'informel, les situations qui sont urgentes et qui sont très invisibles dans le travail. Et donc, cet aspect-là d'interruption, ça vient affecter à la fois le sentiment du travail accompli, dans le sens qu'on dit j'étais supposé faire mon rapport ou peu importe, et je n'ai pas eu le temps, puis j'ai l'impression, ce que les gens disent souvent, c'est que je pars en fin de journée, puis j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée. Alors que si je m'assois, puis je regarde tout ce que j'ai fait, effectivement, j'ai fait plein de choses. Mais souvent, dans ce sentiment-là, l'aspect plus formel, hein, parce qu'on marche quand même à des choses formelles, souvent c'est le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'on aurait dû faire. Puis cette interruption-là, d'un point de vue plus de travail réel, c'est aussi à chaque fois qu'on a une interruption, c'est une coupure et on doit se remettre dans le travail, on doit se remettre dans le contexte d'une situation de travail. Et à chaque fois, il y a un coût qui est lié à l'individu dans son efficacité, dans sa réalisation. Donc, l'interruption, ça m'apparaît effectivement comme un élément clé dans cette multiplication des demandes-là. Merci beaucoup pour cette réponse. Pierre-Sébastien, merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu ta vision de cette question de la charge de travail. Un enjeu qui est important, hein, qui va certainement demeurer dans les organisations. C'est pas parti pour diminuer, je pense. La charge de travail est en constante augmentation, donc on voit bien qu'il va falloir bien comprendre de quoi il s'agit, mais aussi se donner des outils. Alors, merci pour toutes ces explications qui ont été fournies. Merci à vous tous. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'on est justement avec mon équipe en train de préparer un nouveau projet qui va notamment s'intéresser à essayer de développer une démarche stratégique de prévention, vraiment pour essayer d'outiller les milieux de façon très concrète sur les façons de mener cette intervention de prévention-là sur la charge de travail. Donc, ça sera à suivre dans les prochaines années. Parfait, merci des travaux à suivre, très certainement, et en effet très intéressant. Je vous rappelle donc que ce webinaire sera intégré sur le site web de la chaire et aussi la chaire a une chaîne YouTube sur laquelle vous allez trouver déjà beaucoup de vidéos sur toutes sortes de sujets, donc je vous invite à aller voir ça. On y mettra aussi le PDF de la présentation qui a été faite cet après-midi. Merci pour votre participation. Je vous invite aussi à notre prochain webinaire qui aura lieu le 12 avril, toujours à la même heure, donc à 12 heures pour le Québec, à 18 heures pour la France. Cette fois-ci, ce sera la professeure Julie Dextra-Gauthier, qui est aussi membre de la chaire, qui nous parlera de culture organisationnelle et de santé mentale et quels sont les liens entre les deux. Parce que quand on parle de santé mentale, on parle beaucoup à un niveau micro de pratiques de gestion, pratiques de management. Julie s'intéresse à un niveau un peu plus macro, donc de voir le lien entre la culture de l'organisation et la santé psychologique. Un sujet fort intéressant. Donc, on vous invite à vous inscrire. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.